Alors je vous en ai posé deux en réalité, mais une qu'on va retenir pour cette émission. Nicolas Hulot a-t-il bien fait de quitter le gouvernement ? Vous êtes déjà très nombreux à voter et on voit au fond que le dégagisme, ce que la France insoumise appelle le dégagisme, est en cours. Oui, très majoritairement, vous estimez que Nicolas Hulot a bien fait de donner sa démission. J'en parle avec Éric Coquerel, député de la France insoumise. Bonjour, Éric Coquerel. Avant de rentrer dans le débat, il faudrait qu'on parle aujourd'hui du nucléaire, il faudrait qu'on parle de l'économie de la mer, de l'agriculture, autant de sujets qui étaient au cœur de l'intervention de Jean-Luc Mélenchon samedi à Marseille pour vos universités d'été. Mais il faudrait qu'on dise un mot de ce que vous appelez la règle verte. Alors, vous savez, on a déjà dans la Constitution le principe de précaution, qui est un peu, dans certains cas, un principe castrateur, c'est-à-dire qui empêche la recherche, qui la limite, qui interdit certains secteurs qui seraient un peu tabous. Qu'est-ce que c'est que la règle verte ? Vous allez encore nous ajouter un peu de régulation ? Ah bah ça serait bien, parce qu'on dérégule à tout va. Enfin, je vais y revenir. La règle verte, c'est un pied de nez quelque part à la règle d'or. Vous savez, le déficit budgétaire. On nous dit sans arrêt, il faut faire attention à la dette, il ne faut pas la léguer aux générations à venir. Oui, je vais revenir. Parti. Nous disons la seule dette qu'il ne faut pas léguer aux générations à venir, c'est la dette écologique. Voilà. Or, vous le savez, il y a environ 40 ans à peu près, le jour où sur Terre nous avions consommé, absorbé tout ce que la Terre peut supporter, c'était le 31 décembre. Oui, on était à peu près neutre sur le plan écologique. Aujourd'hui, on en est début août. Et chaque année, on recule comme ça de 2-3 jours. Or, nous n'avons pas de planète. Non, pas de planète. On ne va pas, à part dans je ne sais quel livre de science-fiction, penser que dans les années à venir, on va partir sur Mars pour faire une deuxième planète. Ça n'existe pas. Nous n'avons pas de planète. Vous savez quel est le pays le plus vertueux dans ce domaine ? C'est la Jamaïque. La question qu'il faut donc poser aux Français, aux Européens, aux Américains, c'est est-ce que vous êtes prêts à vivre comme des Jamaïcains ? Non. On va y venir. Non, c'est la réalité. Vous me demandez d'abord la règle verte. Il y a une chose, en tout cas, qu'on ne peut plus supporter par rapport à cette question. C'est l'idée de, comme dirait le gouvernement, libérer les énergies. Vous savez, il nous parle sans arrêt de ça. Libérer l'énergie, ça veut dire moins de contraintes, moins de règles, etc. Eh bien, le problème, c'est que libérer les énergies, c'est réchauffer le climat, c'est détériorer l'environnement. On ne peut plus se le permettre. On ne peut plus se permettre de faire des cadeaux mirifiques à la finance qui ne servent à rien, au tout profit, au tout marché, parce que, tout simplement, eh bien, la Terre est en train d'en crever. La Terre, je ne sais pas, mais l'espèce humaine, malheureusement, ça risque fort d'arriver. Et là, on le voit cette année. Donc, la Terre brûle, c'est pas dans 10-20 ans, la Terre brûle maintenant. Vous l'avez vu cet été. Voilà la situation. Peut-être faudrait-il, dans le domaine de l'énergie, avoir recours massivement au nucléaire. Je vous propose d'écouter ce que disait Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, il est rentré au gouvernement il y a environ 1 an et demi, avec ses idées, ses convictions, et puis il a été confronté à la politique du réel. Alors, la grande ambition, c'était de réduire à 50% la part de l'énergie nucléaire en 2025. Il s'est aperçu que ça n'était pas possible. C'est pas un sujet politique, au fond. C'est pas possible. Les lobbies ont fait tellement pression qu'il a dû reculer sur autre chose. C'est un sujet qui est un sujet technique, c'est un sujet économique. C'est-à-dire que pour substituer une partie du nucléaire, il faudrait développer des énergies renouvelables. C'est très compliqué, c'est très cher. On pourra le faire, mais il était devenu pragmatique. Et d'ailleurs, il l'avait dit, je vous propose d'écouter ce qu'il avait dit, sa déclaration. C'était il y a quelques mois. Et puis, on y revient après et on la commente ensemble. L'objectif, c'est pas moi qui l'ai voté, il a été voté dans la loi de transition énergétique, 50% dans la production d'électricité en 2025 de production d'électricité d'origine nucléaire. Chacun peut comprendre qu'il va falloir fermer des réacteurs. Si ça se fait brutalement et dans un sentiment de panique, on n'y arrivera pas parce que derrière tout ça, je le dis et je le répète, il y a des hommes, des femmes, des compétences, des savoir-faire. Et puis il y aura des mutations professionnelles. Si on ne les anticipe pas, si on ne les identifie pas, cette transition énergétique, elle n'aura pas lieu. Est-ce qu'on ne manque pas un peu de réalisme dans ce domaine ? Vous savez, le nucléaire, c'est vieux de 70 ans. C'est le général de Gaulle. À tort ou à raison, la France, elle a adossé sa politique énergétique au nucléaire. Tout le monde est conscient aujourd'hui qu'il y a une forte sensibilité. Je pourrais même dire une forte dépendance au nucléaire. Chacun comprend en même temps qu'il faut s'en dégager. Mais il faut du temps pour faire ça. Et l'objectif de 2025, vous voyez, c'était un objectif trop ambitieux. Ce qu'on peut reprocher à tous ceux qui défendent l'écologie, c'est de faire passer les rêves avant la réalité et peut-être d'ignorer les obstacles techniques. Attendez, la réalité, si la réalité c'est
D'un côté, la continuité de l'augmentation de l'effet de serre. Ou de l'autre côté, des Fukushima tous les 10 ans. Excusez-moi, c'est pas une réalité, c'est un cauchemar. Donc, on n'a pas le choix. On doit sortir à la fois des énergies carbonées et à la fois du nucléaire, tout simplement parce que moi, j'étais pas spécialement anti-nucléaire il y a quelques décennies, mais quand vous avez une catastrophe tous les 10 ans, et ça ne fera qu'augmenter au fur et à mesure qu'on construira des centrales nucléaires, vous voyez bien le problème. Deuxièmement, vous avez parlé de dépendance. Je suppose que vous voulez parler de dépendance vis-à-vis de l'énergie. Je vous rappelle qu'on est dépendant d'autres choses avec le nucléaire, de l'uranium, qui est produit en Afrique, qui explique nos politiques vis-à-vis de l'Afrique, qui sont souvent des politiques néocoloniales, parce que nous sommes dépendants. Donc ce n'est pas une énergie, j'allais dire, qui nous rend indépendants. Alors, soyons réalistes. C'est une bonne chose. Elle permet juste une réflexion. Oui. Elle permet au moins de proposer l'électricité aux ménages français à un prix compétitif. C'est faux, ça. À 42 euros le mégawattheure. C'est le prix. Ça, vous savez très bien. Attendez, le prix de la Commission de régulation de l'énergie. Allons-y. Vous savez très bien que là-dedans, on ne tient pas compte du démantèlement des centrales. C'est pas le coût complet. Admettons-le. Alors, par exemple, prenons l'énergie renouvelable. Prenons les énergies marines renouvelables que je connais bien. En France, vous savez, un parc éolien, à peu près de 80 éoliennes en mer, c'est une demi-centrale nucléaire. C'est donc beaucoup. En France, on avait dit avec Grenelle qu'on comptait produire à peu près 3 gigawatts au début 2020. Il n'y en a pas une en France. Il n'y en a pas une qui existe en France. Ce qui fait que vous avez un coût qui est effectivement important, prévu, etc. Aujourd'hui, au Danemark, aux Pays-Bas, ils en sont à 0,70 € le mégawatt. Donc vous voyez qu'on s'approche nucléaire et qui plus est dans ce prix-là, on tient compte du démantèlement. Oui, on se tient compte du démantèlement. Donc pour vous répondre, ce qu'on a su faire avec le nucléaire, parce que je ne veux pas cracher sur l'effort qui a été fait à un moment donné et qui nous sert pédagogiquement. Un choix partagé. Mais bien sûr, mais ce qu'on a su faire avec le nucléaire, c'est-à-dire à un moment donné un État qui dit il faut investir, il faut y aller, il faut mettre nos meilleurs ingénieurs au service de cette énergie. Pourquoi voudriez-vous que nous ne soyons pas capables de le faire en faveur des énergies renouvelables ? Nous, c'est le pari que nous faisons. Et je vais vous dire une chose, Pascal Péry. La question, c'est le temps. La transition. Vous êtes trop exigeant. Dans les 30 ans qui arrivent, toutes les centrales nucléaires qui sont actuellement en installation, vous savez que dans les 30 ans qui arrivent, théoriquement, elles ne devraient plus continuer. Donc, ce que nous proposons, c'est qu'on arrête d'en construire, bien évidemment. Je parle notamment à la catastrophe écologique et économique de Flamanville et de ZPR. On arrête ça. Qu'au fur et à mesure qu'elles s'éteignent, eh bien, on arrête les centrales et qu'en même temps, c'est-à-dire là, dans les 30 ans à venir, on ait développé un grand plan d'énergie renouvelable, en plus adossé à l'économie maritime. Et je vous assure que ça va créer des emplois des deux côtés. Regardez l'écran qui est devant vous. On va voir ensemble un graphique. C'est la part de l'énergie produite dans le monde. Vous voyez, vous avez en orange sur ce graphique l'électricité qui vient du pétrole. En bleu clair, celle qui vient du charbon. Le nucléaire représente 4,8%. Et la géothermie, qui est par définition une bonne énergie, c'est l'énergie de la Terre. La géothermie, c'est moins de 1,1%. Donc, est-ce qu'on ne se trompe pas de combat au fond ? On sait très bien, vous et moi, que les nuages de particules ne respectent pas les frontières, que ce qui était mis en Allemagne en ce moment, pour assurer la transition énergétique, on l'a aussi parfois dans l'Est de la France. Très bien, on accepte de payer ce prix-là pour aller vers un modèle un tout petit peu plus vertueux. Mais la question, c'est pas le nucléaire. Le nucléaire, on voit bien que c'est extrêmement marginal en France. Non, pas en France, mais dans la production d'énergie dans le monde. Non, mais très bien. Mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord peut-être convaincre les Allemands, les Polonais, quelques autres, les Chinois, que leur économie carbonée est une catastrophe, non pas pour eux, mais pour nous tous. Pascal Péry, je suis très content de vous entendre dire et parler de l'Allemagne, qui est le grand producteur en lignite et en pollution. Non, je dis ça parce qu'en général, on nous dit les Allemands, c'est un modèle en tout, vous avez raison, ils polluent énormément. C'est pas un bon modèle énergétique, c'est clair. Il faut faire, je vais vous dire une chose, il faut faire les deux. Nous l'assumons. Et donc, par exemple, nous, ce que nous avons prévu en termes économiques, c'est un budget de 100 milliards d'investissements en 5 ans, dont la moitié est sur la transition énergétique. Qui finance ? Mais je vais vous expliquer. 50 milliards en 5 ans. 50 milliards en 5 ans. La moitié sur la transition énergétique, donc développement des EMR. En plus, développement d'une richesse dont la France bénéficie. La mer. La mer. Nous sommes bien sûr, nous sommes le deuxième pays au monde en termes de territoire maritime, notamment grâce au Dom-Tom. Donc on a un gisement énorme. Éoliennes posées, éoliennes flottantes, géothermie de la mer. Bientôt, très certainement, si on mettait le paquet, on pourrait produire de l'électricité avec la houle. Tous les techniciens vous disent que ce n'est pas de la science-fiction et que nous pourrions donc, simplement avec l'énergie marine renouvelable, faire largement aussi bien que nous faisons aujourd'hui avec le nucléaire. Autre chose, en même temps, je continue, c'est
produire différemment, mais moins produire aussi. Donc pour ça, il y a l'isolation thermique, par exemple, 700 000 logements qu'il faudrait isoler dans ce pays. Est-ce que, au fond, je vais vous répondre comment. La solution, elle ne vient pas aussi des entreprises? Regardez aujourd'hui les nouvelles technologies, le digital. On fabrique aujourd'hui des petits capteurs dans les murs, là, autour de nous, qui permettent de réguler la température en fonction de la température de notre corps. Vous avez un bâtiment à Amsterdam qui est connu de tous ceux qui s'intéressent à l'énergie, le bâtiment Deloitte, avec un capteur qui permet d'adapter les flux électriques à l'occupation, au taux d'occupation du bâtiment. Autrement dit, plus il y a de gens dans le bâtiment, plus il y a d'énergie, et puis la nuit, quand il n'y a personne, on coupe tout. Est-ce que c'est pas finalement l'économie de marché, l'innovation, qui vont nous apporter des solutions? Non, mais je le dis très sérieusement. Vous avez raison. Pour mieux consommer, pour moins consommer, pour être un peu plus raisonnable. Soyons très clairs. Nous ne sommes pas contre une économie avec marché, comme a fonctionné la France pendant des décennies depuis la libération. Nous sommes contre une économie de marché qui laisserait penser que le marché a réponse à tout. Donc, première chose... Là, ça peut être le cas. Non, mais attendez, première chose. Donc, il y a des biens, il y a des secteurs qui jouent sur le bien commun, par exemple l'énergie, l'eau, enfin, je ne sais pas vous les citer, tous, qui, à notre avis, doit être justement gérés par des services publics. À côté de ça, est-ce que des entreprises du secteur marchand peuvent justement, à partir du moment où elles répondent à des règles, à des contraintes, et également à des aides dans ces cas-là, est-ce qu'elles peuvent donner leur écho? Bien sûr. Je vous donne un exemple. Il y a des entreprises en France qui produisent du pétrole avec des algues. Oui, d'accord. Notamment qui font par exemple des petites cartes justement bancaires avec ça. Il faut les aider. Bien évidemment qu'il faut les aider. Et donc ça m'amène à vous dire une chose. Au lieu d'avoir le CICE, au lieu d'avoir des exemptions données à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quelle qu'elle fasse en termes de licenciement, d'inégalité de salaire, si on concentrait ça sur les entreprises non seulement qui sont vertueuses, mais qui recherchent, qui innovent, ça serait positif. Alors, vous voyez bien que je ne déteste pas le marché, je dis simplement qu'il doit être quelque part dépendant à un moment donné du bien commun, et ça, pour ça, il faut que l'État intervienne. Ça s'appelle des incitations et à mon avis pas des contraintes, mais très bien. Si, il faut aussi des contraintes. Alors, le minimum de contraintes, le maximum d'incitations. Il faut aussi des contraintes, parce que si vous ne contraignez pas certaines entreprises, eh bien, elles continueront à polluer. Par exemple, c'est pour ça que nous sommes contre le marché du droit à polluer, qui est ce truc aberrant au niveau de l'Union européenne, qui consiste à pouvoir acheter des droits, des parts de polluer. Enfin, c'est une situation incroyable. On a du mal à comprendre quelle est la logique, en effet. Bon, le temps passe vite. Je voudrais qu'on dise quelques mots de l'agriculture. Un des domaines dans lesquels Nicolas Hulot intervenait beaucoup, et c'était d'ailleurs un territoire de conflit avec son confrère ministre de l'Agriculture, c'était précisément les questions de l'agroalimentaire. Je voudrais qu'on regarde en France, parce que aujourd'hui tout le monde nous dit il faudrait produire bio, il faudrait vendre bio. Bien, formidable. Si on devait convertir tous les hectares disponibles dans le monde aujourd'hui pour produire bio, on n'arriverait pas à ce stade à nourrir la planète. Peut-être que ce sera le cas dans 5, 10, 15, 20 ans, mais enfin, il faut être raisonnable. Regardez par exemple ces éléments. Ce graphique sur la répartition régionale des producteurs qui sont engagés dans le bio. Qu'est-ce qu'on voit? On voit en haut, en réalité, on voit qu'en Occitanie, en Auvergne, en Nouvelle-Aquitaine, dans des régions qui sont des régions souvent de semi-montagne, d'agriculture un peu rurale, on y parvient parce qu'on arrive là aussi, à décarboner l'agriculture. On arrive aussi à vendre peut-être en vente directe. Mais dans toutes les grandes régions qui sont des régions de production de grandes cultures, on n'y arrive pas. Au fond, on a besoin du glyphosate. Aujourd'hui, non mais vous allez donner votre avis. Oui. Aujourd'hui, le glyphosate utilisé dans des proportions qui sont celles de l'utilisation en France, c'est-à-dire vraiment dans des seuils minimums, permet d'éviter d'abord des émissions de CO2. Les agriculteurs vous l'expliquent, ils vous disent aujourd'hui, si on met un tout petit peu de glyphosate, c'est-à-dire 1 litre pour 1 hectare, ça nous évite de passer 5 fois avec le tracteur et donc d'émettre des gaz à effet de serre parce qu'on consomme beaucoup de gasoil. Est-ce que là encore, Nicolas Hulot et vous-même, vous n'avez pas une position un peu trop rigide sur cette question? Écoutez, je pense que dès lors que nous sommes d'accord sur l'idée que c'est un poison, le glyphosate, on l'arrête. C'est pas ce que disent les scientifiques. Non, arrêtez. De quels scientifiques vous parlez? Ça doit être les lobbies que conteste le Nicolas Hulot. La plupart des scientifiques aujourd'hui expliquent aujourd'hui que c'est un producteur de cancer, aussi dangereux pour les consommateurs, mais aussi pour ceux qui les utilisent. Je reviens sur votre graphique, il est intéressant. Je vais vous dire pourquoi il y a cette espèce de logique inversée.
Ouais. C'est parce que ce soit en Île-de-France, que ce soit dans les grandes plaines céréalières, ce sont les agriculteurs qui sont les plus aidés par la PAC en termes, c'est-à-dire la politique européenne, et que ce n'est pas une politique qui favorise justement le développement bio, les circuits courts, une agriculture, si elle n'est pas forcément bio, mais qui soit au moins saine et durable. Donc là aussi, c'est de logique. Nous, ce que nous disons justement, puisque votre question, nous disons par exemple qu'il y a 2 grands secteurs sur lesquels la France pourrait investir et qui créent des emplois. Je vous l'ai dit, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler suffisamment, mais l'économie marine, au niveau de la pêche, au niveau des bâtiments à construire, au niveau de tout ce qui est notre atout, énergie renouvelable, etc. Et l'agriculture paysanne durable. La situation ne peut plus durer. Vous savez comme moi qu'il y a l'agriculture paysanne, elle ne permet pas de nourrir la France aujourd'hui. Pourquoi ? Où a-t-on été voir ? Elle permet en tout cas l'agriculture actuelle, elle engraisse l'agroalimentaire. Ça oui. Ouais. Une agriculture qui soit saine et durable, qui produise mieux, qui soit aussi qui réponde aussi avec des prix rémunérateurs pour les paysans, qui inclut aussi un protectionnisme agricole solidaire, mais qui sera aussi bon pour les pays du Sud, parce que c'est les premiers à en pâtir. Je vous assure qu'on pourrait non seulement mieux consommer, on pourrait mieux produire, mais aussi mieux consommer. C'est en tout cas l'avenir. Et c'est créateur d'emplois, 300 000 emplois avant de il n'y a pas de loi qui vont vous permettre de réformer la psychologie du peuple. Puisque vous aimez ce mot. Je vais au bout. Les gens, ils ont plus envie de consommer du poison. Non, mais c'est très déclaratif. Écoutez, admettez avec moi que quand on répond à un sondage, oui, on préfère la saisonnalité, oui, on préfère la proximité, oui, on préfère les produits sans pesticides, même si on utilise du sulfate de cuivre depuis la nuit des temps pour produire des tomates. Mais en même temps, le consommateur, et c'est là où je dis, c'est là où j'affirme qu'il n'y a pas de réforme de la volonté populaire ou de la psychologie des comportements populaires, le consommateur continue d'acheter des tomates en hiver, des prunes au mois de janvier, et un comportement... Très bien que le consommateur est aussi éduqué tel qu'on le veut, tel que l'agrobusiness le veut. Le consommateur, par exemple, il a très envie, moi je vais vous dire, je prends un exemple, il a très envie que les abricots aient à nouveau le goût d'abricot. Pas à un moment donné d'un fruit que vous achetez et que ça ne ressemble à rien. Voilà. Donc moi je pense que je fais le pari que les gens ont envie, et moi je le vois autour de moi, et pas seulement chez les bobos ou autres, c'est pas vrai. Il y a le pari de mieux consommer. Et on a les moyens. Non seulement ça serait bon pour l'emploi, parce que vous me dites une chose, mais on a l'impression qu'aujourd'hui il y a une bonne situation. Enfin c'est pas vrai. L'agriculture française est en train de mourir. Les paysans sont en train de mourir. Et quand je vous dis ça, c'est malheureusement pas seulement, j'allais dire, imagé. C'est une réalité concrète. Combien d'éleveurs de veaux qui font qui produisent une viande de qualité en essayant en plus de le faire avec des conditions respectueuses de la vie animale. Combien d'éleveurs de veaux en Corrèze ou autres sont avec des situations financières catastrophiques ? On ferait mieux de les aider plutôt que l'agro-business. Répondez-moi par oui ou par non. J'ai l'impression d'écouter un décroissant. Vous allez devenir décroissant ? Non, j'utilise ni ce terme ni le terme croissant parce que je pense qu'il est piégé. Nous sommes pour que certaines activités décroissent et nous sommes pour que d'autres activités qui sont utiles à l'homme croissent et nous sommes avant tout pour définanciariser parce qu'on peut plus se permettre que la finance comme ça capte beaucoup de richesses. C'est à la fois mauvais pour les égalités mais c'est aussi mauvais pour l'écologie parce que tout ça a une conséquence. Merci Éric Coquerel, merci d'être venu. Il y a encore beaucoup de sujets à explorer. On parlera un jour de l'économie de la mer parce que c'est tout à fait passionnant. Dans 3 minutes à votre place,